Je vais vous parler de la démarche qualité intégrée, dite DQI. La DQI, c'est quoi ? Eh bien, c'est le système de contrôle interne de la branche famille. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas appelé ça tout simplement contrôle interne ? Eh bien, parce qu'on a tenu à mettre en exergue deux aspects qui nous semblaient fondamentaux. Le premier, c'est la finalité de la démarche qualité intégrée, et donc c'est la qualité. Pourquoi ? Parce qu'on travaille d'abord pour nos allocataires. On vise à la qualité aussi parce que nous avons une mission de service public, et donc nous devons rendre des comptes à l'État, à nos tutelles. Et puis on vise aussi à la qualité pour nous-mêmes, parce qu'on sait tous que la non-qualité génère des coûts et de l'insatisfaction au travail. Ça, c'est le premier aspect sur lequel on veut insister au travers de la terminologie démarche qualité intégrée. Le deuxième aspect, c'est la façon dont on va y parvenir. Concrètement, on ne travaille jamais bien tout seul. On a besoin des autres services. De la même façon qu'au niveau d'un organisme, quand un service est en difficulté, c'est tout l'organisme qui se trouve lui-même en difficulté. En fait, on sait tous aussi que quand un service au sein d'un organisme a des difficultés, eh bien, c'est l'ensemble de l'organisme qui se trouve en difficulté. Et de la même manière, lorsqu'une CAF a du mal à faire face à sa charge de travail au sein d'une branche, enfin au sein de la branche famille en l'occurrence, eh bien, c'est l'ensemble de la branche qui s'en ressent. Donc la démarche qualité intégrée, c'est bien notre système de contrôle interne, mais nous, on tient vraiment à mettre en avant ces deux notions-là. La qualité du service rendu à nos allocataires et le fait qu'on essaie de travailler les uns avec les autres, tant au sein du même organisme qu'entre le niveau national et le niveau local. C'est notre dispositif d'amélioration continue. Concrètement, donc, qui doit s'occuper de la démarche qualité intégrée ? La réponse découle d'elle-même, tout le monde. L'agent comptable, évidemment, mais aussi, et beaucoup, l'ordonnateur. Et puis, au sein des fonctions ordonnateurs, on peut aussi parler des fonctions support, on peut aussi parler des services d'action sociale. Tout le monde est concerné par la démarche qualité intégrée. La démarche qualité intégrée est constituée de différentes notions qui s'articulent entre elles. Ce sont la maîtrise des risques liés aux données entrantes, dite MDR données entrantes. Elle est mise en œuvre au travers d'outils tels que le data mining, les contrôles RAC, les autres contrôles sur pièce et sur place. La sécurisation de la qualité des traitements réalisés, dite démarche processus. Elle s'effectue par le management des processus et par des actions managériales, formation et perfectionnement des techniciens, supervision par les managers. Le contrôle comptable du traitement réalisé, dite MDR comptable. Il se concrétise notamment au travers des cibles métiers, dont les cibles qualité et des cibles avant paiement. L'évaluation de la conformité du travail accompli, dite évaluation. Celle-ci peut s'effectuer au travers des audits financiers, informatiques et de gestion, des tests de reliquidation ou par le suivi des indicateurs mis en place. Alors, ensuite, qu'est-ce que le contrôle interne ? Toutes les branches de la sécurité sociale ont mis en place une démarche de contrôle interne qui d'ailleurs est antérieure à la notion de certification des comptes. Sur la notion de certification des comptes, deux textes sont absolument fondateurs. Le premier, c'est l'ordonnance de 1996 qui a créé les lois de financement de la sécurité sociale. La sécurité sociale doit donc rendre des comptes au Parlement de sorte que ce dernier soit certain que les documents qu'on lui présente sont fiables. On donne une assurance raisonnable de ce qu'on a fait. Et le deuxième texte, c'est la grande loi organique de 2005, qui est donc dite la LOLF, et qui oblige la sécurité sociale à faire certifier ses comptes. C'est la raison pour laquelle on accueille chaque année depuis 2006 des auditeurs de la Cour des comptes. Donc la certification, ça sert au Parlement pour qu'il soit certain que les documents qu'on lui présente sont des documents qui sont fiables et ça lui permet de prendre les décisions qui lui semblent devoir s'imposer en matière de politique sociale. Concrètement, ça se passe comment ? Eh bien, ça se passe que la CNAF valide les comptes des organismes locaux et que la Cour des comptes, quant à elle, certifie les comptes de la branche. La certification est une mission d'audit externe des comptes qui consiste à exprimer une opinion sur la conformité des comptes au référentiel comptable qui leur est applicable. Cette opinion ne se limite pas à la régularité des comptes, elle conduit à se prononcer également sur leur sincérité, ce qui la distingue de la vérification. Cela donne au Parlement et au ministère une assurance supplémentaire de disposer d'une comptabilité générale fiabilisée. La notion de contrôle interne est une notion antérieure à celle de certification des comptes. La certification des comptes n'est pas un objectif
en soi. Pour la sécurité sociale, la notion de contrôle interne avait été décrite dans un décret qui datait de 1993, qui donc commençait à dater un peu. C'est la raison pour laquelle il a été revu très récemment et le nouveau décret devrait être applicable en 2014. Alors qu'est-ce qu'il dit ce nouveau décret ? Sur les fondamentaux, rien de nouveau. Concrètement, tout ce qui concerne le contrôle interne reste une responsabilité partagée, ordonnateur, agence comptable. Ce qui est intéressant de noter dans ce nouveau décret, c'est le parallélisme qui est fait entre les obligations qui incombent au niveau national et celles qui sont faites au niveau local. La branche doit établir une cartographie des risques, sur laquelle sera fondée une cartographie des processus, une cartographie des applications informatiques nationales, complétée d'un plan national de sécurité des systèmes d'information et d'un recensement des incidents informatiques. L'audit interne doit être établi par une charte définissant les modalités de gouvernance du dispositif, par les règles de programmation annuelles des audits et par le suivi de leurs résultats. Les organismes locaux sont tenus de déployer le dispositif de contrôle interne national, complété le cas échéant par des orientations locales selon les activités et la criticité des risques locaux. Concrètement, les obligations des caisses sont le déploiement de la cartographie nationale des risques et des processus, la mise en œuvre du plan de contrôle interne national en cohérence avec le plan de contrôle annuel de l'agent comptable, la communication du rapport annuel de contrôle interne à la CNAF au plus tard le 31 mai de l'année N+1 et l'audit sur place des organismes locaux par l'organisme national. Comment est-ce que la branche met en œuvre son dispositif de démarche qualité intégrée ? Eh bien, ça se fait de façon assez chronologique. La première chose, c'est qu'on procède à une analyse la plus exhaustive possible de nos risques. Une des caractéristiques de la branche famille, c'est le poids de nos risques données entrantes, qu'on appelle nos risques externes, assez logiquement. Ils représentent près des 3/4, un peu plus des 3/4 de nos anomalies en termes d'incidence financière. Pour faire face à ces risques, on a mis en place des procédés très particuliers, très génériques, que sont notamment le data mining, les contrôles RAC et tous les dispositifs de lutte contre la fraude. Il est évident que sur ces aspects-là, les managers de proximité ont un rôle absolument essentiel à jouer. Les autres risques que l'on vise à couvrir, ce sont du coup les risques internes, et donc qui représentent à peu près le quart de nos anomalies financières. Et on peut les répartir à peu près moitié-moitié entre les causes humaines et les causes techniques. Une fois qu'on a établi notre cartographie des risques, on va les coter. Je ne voudrais pas rentrer dans les détails, mais concrètement, on va estimer la fréquence de ces risques, leur gravité et leur criticité, c'est-à-dire la capacité qu'on a à les détecter facilement ou pas. Alors, cette cotation est toujours une cotation à dire d'experts. Et quand on a revu le référentiel allocation logement, eh bien on s'est rendu compte que sur certains risques, certains organismes avaient coté des risques à 0,65 et d'autres les avaient cotés à 19. C'est vous dire que parfois il y a débat. Une fois qu'on a coté nos risques, qu'on s'est mis d'accord sur une cotation qui nous semblait à peu près juste, ce qui est extrêmement important, c'est de les hiérarchiser. Je vous parlais tout à l'heure de la certification des comptes. L'idée, c'est bien de viser à une assurance raisonnable. Donc si on vise à une assurance raisonnable, ça veut dire qu'on ne cherche pas à pallier l'ensemble des risques. On va surtout chercher à établir des moyens de maîtrise pour couvrir nos risques majeurs. Donc c'est vraiment une étape essentielle. Une fois qu'on a fait ça, on établit notre cartographie des processus. Un processus, ça sert à quoi ? Ça sert à décrire notre activité. Ça nous permet de cartographier les choses, de poser nos risques sur un document et de nous dire « attention, à tel endroit du dispositif, il y a un problème particulier ». Ça nous permet donc aussi, et c'est essentiel, de définir quels sont les moyens de lutter contre ces risques. C'est ce que la branche a appelé les bonnes pratiques. Et autour de cette cartographie des processus, on peut articuler les démarches dont je vous parlais tout à l'heure, que sont le plan de sécurité des systèmes d'information, le plan de lutte contre la fraude, le plan de continuité des activités. Une fois qu'on a fait ça, on arrive à une étape qui n'est pas moins importante, qui est la notion de supervision. La supervision, ça concerne très directement les managers que vous êtes. C'est la capacité à vérifier, alors certes pas de manière exhaustive, la qualité du travail qu'on a fait, avant
par exemple lorsqu'on est en liquidation, de l'envoyer dans les tuyaux de l'agence comptable qui, elle, va procéder au paiement. L'objectif étant d'éviter autant que faire se peut la fameuse anomalie consigne connue mais omise. Il y a plusieurs façons de réaliser un plan de supervision. On peut cibler par exemple des thématiques particulières, on peut cibler des unités de travail, on peut cibler des périodes données. L'important, c'est d'en établir un. Ensuite, on articule notre plan de supervision avec le plan de contrôle de l'agent comptable. On est ici vraiment au cœur de l'objectif dont je vous parlais tout à l'heure, de décloisonnement qui est porté par la démarche qualité intégrée. Un véritable dialogue de gestion doit se créer entre l'ordonnateur et l'agence comptable. Ensuite, logiquement, l'agence comptable procède au contrôle qu'elle doit réaliser. Et puis enfin, vient l'étape dont je vous parlais tout à l'heure, qui est la notion d'évaluation et d'audit. Peut-être pour préciser les choses, quand vous êtes dans un contrôle, on est dans une logique type 0-1. C'est le travail qui a été fait est bien fait ou n'est pas bien fait. Quand on est dans une logique d'évaluation, on prend davantage en compte les notions de facteurs humains et l'objectif est de juger si, globalement, l'ensemble des actions mises en œuvre permettent de dire que le service rendu a été bien rendu. Sur l'ensemble de ces étapes, la CNAF travaille en très étroite collaboration avec le réseau. Et quand je dis réseau, je ne parle pas seulement des CAF, qui sont très largement associés au travers de nombreux groupes de travail, ne serait-ce que les groupes de conception des référentiels ou les groupes d'expérimentation. Mais je pense aussi aux pôles régionaux mutualisés, je pense aussi au CNEDI. Bref, ce qui est vraiment important, c'est que la démarche de contrôle interne est une démarche de l'ensemble de la branche. C'est pas du tout quelque chose qui émane du national, on est vraiment dans un dispositif intégré et ce sera le mot de la fin. Voilà, la démarche qualité intégrée, ça vise vraiment à être quelque chose qui est transversal. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite une bonne formation.